Bien, eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Vous étiez nombreux à être enregistrés, à vous être inscrits. Et ce soir, nous sommes avec PrediLife et son PDG, Stéphane Ragusa. Bonsoir, Stéphane. Tout va bien? Bonsoir. Donc, quelques mots. Nous allons passer tous ensemble 40 minutes précises je vous invite à poser vos questions quand vous en avez au fil de l'eau dans la partie chat ou questions. La partie chat est pas mal pour poser des questions. Quelques mots de PrediLife, parce que c'est une entreprise qui a été créée en 2004, entreprise visionnaire s'il en est. Elle est pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction personnalisés, le risque de survenance d'une maladie grave. Le produit phare à l'origine, c'est Mamorisc, ça l'est toujours aujourd'hui. C'est dans la détection du cancer du sein. L'entreprise se déploie aujourd'hui dans les bilans multipathologies. On parle des cancers, des principaux cancers, mais aussi des maladies cardiovasculaires. En 2018, PrediLife est entrée en bourse sur Euronext et récemment, elle a lancé une augmentation de capital par voie d'offre publique pour un montant qui pourrait atteindre 2 millions d'euros. Alors, avant de partir sur cette levée et d'en expliquer les raisons, peut-être que, Stéphane, vous pouvez nous refaire un petit historique rapide et sympathique de PrediLife, cette société de prédiction. Allez-y. Oui, bien volontiers. Vous avez employé le terme visionnaire. Écoutez, ça me fait plaisir. Effectivement, l'idée, c'est de voir un peu plus loin où l'on va, de manière générale, en particulier en matière de santé, pour mieux s'orienter. Donc, j'ai créé cette société il y a près de 18 ans aujourd'hui, parce que je me demandais quels étaient mes risques de maladie à moi. Je voulais les diminuer. Je ne voulais pas me retrouver avec un cancer à 50 ans, 60 ans. Et je voulais faire une prévention primaire en mangeant mieux éventuellement. Et pour ça, je voulais connaître mes risques de pathologie. J'espérais trouver sur Internet une petite application qui permettrait, à partir de quelques facteurs de risque, quelques questions, de connaître mes risques et éventuellement de jouer à la baisse sur ces facteurs de long terme. Donc, on a commencé par le cancer du sein, parce qu'on a eu accès à des bases de données de l'INSERM permettant de corréler le mode de vie de femmes et leur risque de survenance de cancer du sein à partir de 100 000 femmes qui étaient suivies durant 20 ans, des femmes de la MGEN. On a commencé sur cette maladie-là parce que aussi il y a un intérêt médical fort. Il y a beaucoup de cancers du sein, il y a beaucoup de cancers de la prostate aussi ou de cancer du côlon, mais c'est une maladie qui touche beaucoup de gens jeunes. À la différence du cancer de la prostate, il y a beaucoup de femmes qui ont des cancers du sein à 40-50 ans, donc la plus-value médicale, grâce à une meilleure prévention, est très forte pour le cancer du sein. Il y a 1000 décès pour le cancer du sein avant 50 ans. Donc, il y a vraiment une marge de manœuvre importante. Donc, on a développé un premier test de prédiction du cancer du sein qui permet, à partir de quelques questions sur l'histoire familiale de la patiente, sa densité mammaire et un petit test génétique salivaire, de prédire son risque de cancer du sein à 5 ans. C'est une probabilité qui ne dit rien à la patiente en soi, mais qui permet à partir de ça de savoir si c'est bon qu'elle commence les mammographies, les échographies à 40 ans, en faire tous les 2 ans ou tous les ans, ou alors recommencer à 50 ans. Donc ce test a été diffusé dans quelques cliniques de la région parisienne, de Milan, de Bruxelles. Il permet de prédire le cancer du sein de manière assez efficace. Il a été retenu comme le modèle de référence en Europe par une étude clinique financée par l'Union qui vise à tester 85 000 femmes. C'est nous qui nous occupons de la prédiction de risque. Donc le cancer du sein a été notre base de lancement historique, et aujourd'hui on s'étend aux principales autres pathologies. Bien, alors justement, ça c'est le développement, on va dire, le plus récent de l'entreprise. Est-ce que, tout d'abord, un tout petit point quand même sur Mamorisc, qui a été commercialisé, dont la commercialisation démarre quand même assez fort. Combien de tests aujourd'hui commercialisés Mamorisc? Cette année, on en vend un petit millier. L'an dernier, on a vendu 200, cette année, 1 millier. Donc, ils sont commercialisés à l'hôpital américain, Institut du sein, Institut français du sein, à Milan, à Bruxelles. Voilà, donc par un canal de diffusion au travers des médecins.
Parfait. Et désormais, donc, vous vous attaquez aux multipathologies. Alors là, on est sur un marché d'une dimension encore plus importante, hein. Et c'est ce qui vous guide aujourd'hui et ce qui va peut-être amener très rapidement la rentabilité de la société, c'est ça? Bah, oui, on peut prédire le cancer du sein, on peut prédire les principales pathologies avec la même efficacité scientifique. Dès lors que l'on intègre la génétique, on voit qu'on peut prédire le cancer du pancréas, du poumon, de la prostate, avec le même niveau de performance mathématique. Et dès lors que l'on a un échantillon de salive, on peut regarder les gènes permettant de prédire le risque de cancer du sein, mais il n'est pas plus coûteux ou à peine de prédire tous les principaux risques de pathologie. Donc on a une extension horizontale là, assez logique, et on va lancer ça en tout début d'année. C'est prêt scientifiquement. On commence à prendre des réservations et on va lancer ça tout de suite. Parfait. Est-ce qu'on peut parler du marché, de la compétition, de la compétition sur les prix? C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe aujourd'hui dans ce domaine-là. Quel est le standard? Est-ce qu'il y en a un ou pas? Comment ça se passe? Alors, dans le domaine des tests prédictifs, ce qui est très connu, c'est les tests de 23andMe que beaucoup de gens ont fait aux États-Unis. Il y a 10 millions de boîtes qui ont été vendues qui permettent de prédire les principaux risques de maladies génétiques. Si vous prenez la question par les prix, ces tests sont vendus en grande surface à peu près 150 €. Et on peut les trouver sur Internet dans certains pays. En France, vous pouvez accéder au site de 23andMe, mais vous ne pouvez pas commander. C'est pas autorisé en France à la livraison. Et donc, même en passant par des canaux détournés, genre Amazon, vous ne pouvez pas commander ces tests, vous ne pouvez plus commander ces tests en France. Donc, le prix est celui-ci pour des tests uniquement génétiques, sans médecin, qui donnent quelques risques. Ça ne donne que les risques de maladies génétiques, l'hémochromatose, des choses comme ça. Ça ne donne pas les risques de maladies multifactorielles, cancer du poumon, du côlon, de la prostate, du sein, tout ça, cardiovasculaire. Ça, c'est des maladies multifactorielles pour lesquelles il faut la génétique et il faut aussi l'environnement. Et il n'est pas autorisé de vendre ces tests, comme on dit, direct to consumer. Donc, il faut un médecin pour avoir une prédiction de risque globale. Aujourd'hui, si vous prenez les choses par l'angle concurrentiel, vous demandez quels sont les prix des concurrents. Aujourd'hui, les concurrents, à ma connaissance, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les concurrents que je vous ai évoqués, qui font uniquement des tests de maladies génétiques, ce n'est pas exactement des concurrents. Ils ne vous prédisent pas les risques de maladies qui vous concernent en règle générale. Donc la concurrence, il n'y en a pas. Je suis toujours étonné de le dire. Cet après-midi, j'étais avec Sanofi, par exemple. On discutait avec les médecins du travail qui disaient qu'ils pouvaient proposer ça à leurs salariés, comme on le fait avec d'autres entreprises. Et bon, même Sanofi, qui est très au courant de ce qui se passe sur le sujet, confirmait que ça n'existait pas. On est vraiment à la pointe mondiale dans ce domaine. Ça paraît assez étonnant, ça m'étonne moi-même. Mais on est vraiment à la pointe mondiale dans cette prédiction des principaux risques de pathologie. Très bien. Alors, justement, au-delà de ça, des alliances, puisque vous êtes à la pointe, des alliances avec des industriels sont possibles? Oui, les alliances avec des industriels sont possibles. Aujourd'hui, c'est le lancement. Donc, les gros industriels, Sanofi ou d'autres, attendent un petit peu que ce soit déjà lancé. C'est plus simple pour Sanofi de faire un partenariat avec une société qui vaut 1 milliard qu'avec une société qui vaut quelques dizaines de millions. Donc, c'est une question de risque pour les personnes qui s'engagent. Donc, il y aura certainement des alliances un jour avec des industriels de la pharma, mais pas forcément, ou des gens du numérique. Voilà. Mais aujourd'hui, ces acteurs nous laissent défricher le marché et regardent. Très bien. Alors, on parle de procédure de détection. Vous détectez le risque de survenance. Et puis, bon, dans la plupart du cas, on espère que ça se passe bien pour les personnes qui font ce test. Mais si jamais vous détectez un risque de survenance, à ce moment-là, comment est-ce que vous accompagnez cette personne? Parce qu'il faut les rassurer, il faut les accompagner sur le long terme. Quel est le volet d'accompagnement? Oui. Alors, les gens sont rassurés, déjà. En moyenne, il faut le dire. Ils sont rassurés parce que la première chose que l'on objecte à ce genre de système, c'est effectivement l'anxiété qui peut être générée. Donc, avec Gustave Roussy, on a commencé par regarder le niveau d'anxiété qui était induit par la prédiction de risque
au bout de 24 heures, 48 heures, 6 mois et 1 an. Et on s'est rendu compte, c'était plutôt une surprise, hein, franchement, que le niveau d'anxiété diminuait à tous ces moments. Parce que les personnes qui sont à haut risque sont prises en charge. Par exemple, en matière de cancer du sein, si une femme est vraiment à très haut risque, c'est le cas d'Angelina Jolie, qui a été connue pour ça. Alors aux États-Unis, elle s'est fait enlever les seins. En France, on aurait plutôt prescrit des IRM tous les ans, voire tous les 6 mois. Les femmes qui sont à très haut risque bénéficient de protocoles de prise en charge qui ne vont pas les empêcher de développer la maladie, mais qui vont permettre de l'identifier plus tôt. Et cette prise en charge est rassurante, parce que les résultats sont assez bons. Hein. Quand on détecte les cancers, même les cancers les plus anxiogènes tôt, on les guérit très bien, que ce soit le cancer du pancréas, du sein, etc. Donc finalement, le niveau d'anxiété est diminué. Et les patients sont accompagnés avec les circuits classiques. Les radiologues font ça régulièrement. Bien, il y a quand même aussi, parallèlement, vous les avez un peu évoqués, mais peut-être qu'on peut approfondir, les barrières réglementaires. Alors, vous en avez franchi un certain nombre. Il en reste sans doute, parce qu'on est des spécialistes en matière de barrières réglementaires. Quelles sont-elles? Quels sont justement les risques que vous entrevoyez et ceux que vous avez déjà levés? Les barrières réglementaires, elles sont d'abord dans l'accès aux bases de données. La barrière à l'entrée, elle est là. Pour prédire le risque, il faut avoir accès à ce qu'on appelle des cohortes prospectives qui permettent de lier les facteurs de risque au risque. Et dès lors que l'on suit des personnes saines dans la population, c'est compliqué juridiquement. Donc la barrière à l'entrée, elle est là. Une fois qu'on a les modèles de risque à partir de ces bases de données, la réglementation, en fait, elle est assez simple. C'est un dispositif médical de classe 2 aujourd'hui. Il suffit de prendre des modèles de risque publiés, tout se passe bien. Voilà, donc la barrière à l'entrée, elle est dans cet accès à ces cohortes prospectives qui sont des instruments un peu comme des télescopes, qui sont très rares et qui permettent vraiment de regarder loin en arrière qui étaient les personnes qui sont devenues malades plus tard. Voilà, comme on regarde au fond du ciel, ce qui permet de remonter dans le temps, on regarde des cohortes prospectives et on remonte aussi dans le temps. C'est ça qui est difficile. Parfait. Est-ce que tout de même, et on peut espérer est-ce que vous pouvez espérer un remboursement dans un futur proche? Est-ce que c'est le Graal aussi? Très franchement, un remboursement dans un futur proche me paraît difficile. Les études cliniques sont en cours, ne serait-ce que pour le cancer du sein. L'étude européenne sur 85 000 femmes, elle est actuellement en développement. Il y a 20 000 femmes qui ont été incluses. Elle doit se terminer en 2026. Et à partir de cette étude, on doit remplacer en Europe le dépistage du cancer du sein qui est fait aujourd'hui tous les 2 ans à partir de 50 ans pour les femmes par un dépistage stratifié en fonction du niveau de risque qui serait évalué à 40 ans. Donc, l'étude clinique pour le sein est lancée. Il y a tout un tas de sommités européennes qui sont chargées ensuite de le décliner en guidelines européennes, mais l'essai se termine en 2026, le temps d'analyser, que ce soit entériné par les ministres de la Santé, on sera en 2030. C'est très très long. Et là, je vous parle uniquement du cancer du sein. Donc, une prédiction généraliste de vos principaux risques, avec un médecin qui passe du temps, qui soit rémunéré pour ça, pour moi, c'est pas avant 2030 et peut-être 2035. Donc, c'est pour ça qu'on commence à diffuser auprès d'entreprises pour leurs salariés qui sont des early adopteurs. Parfait. Et vous savez, j'ai lu dans les Échos aujourd'hui un article qui va dans le sens de Predilife. Le titre de l'article, c'est « La prévention est la clé de la réforme de la santé ». Vous êtes en plein dedans. Ben oui, j'ai pas vu cet article, mais la prévention, c'est quelque chose dont on parle depuis des dizaines d'années. Moi, j'avais regardé tous les ministres de la Santé depuis au moins 30 ans. On fait des déclarations disant qu'il faudrait réorienter des budgets du curatif vers le préventif. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, en général, on a des approches collectives, lutte anti-tabac, etc. Mais il faut avoir une approche plus personnalisée pour être plus efficace. Et pour personnaliser, il faut connaître les risques. Si la trajectoire va vers un infarctus ou vers un cancer du sein ou de la prostate, c'est évidemment pas la même chose qui doit être faite. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de prédiction, et on est les premiers à le faire, mais il y a une prévention qui est
indifférencié. Donc, voilà. Donc, les Échos pourront refaire un article dans un an. Oui, certainement. Alors, on va bientôt prendre des questions. Il est 19h20. Juste un petit point. Est-ce qu'il y a une chance que votre test s'inscrive à un moment donné dans le parcours du patient, dans le risque de rechute? Parce que puisque vous prédisez, vous pouvez aussi prédire le risque de rechute, ou là, ça sera plus compliqué parce qu'il y a un tel suivi qu'il n'y a pas la place. Alors, le risque de rechute, effectivement, c'est un domaine dans lequel la prédiction de risque est plus développée. C'est-à-dire qu'il y a des premiers modèles de prédiction de risque de rechute qui ont été développés il y a une quinzaine d'années, avec des tests qui permettent de savoir si le risque est faible, de se dispenser de chimio, et s'il est fort, on donne de la chimio. Avec ces tests, on peut diviser par 2 le nombre de personnes à qui on donne de la chimio. Donc ça existe depuis assez longtemps, depuis 15 ans, parce que des bases de données de personnes malades que l'on a suivies pour regarder si elles rechutaient ou pas, vous en avez dans tous les hôpitaux. Voilà. Ça, c'est assez facile à faire. Nous, on est en prévention dite primaire, secondaire, on est sur des personnes saines qui vont devenir malades. On n'est pas sur des malades qui vont éventuellement rechuter. Et ça, c'est un domaine d'avenir, un domaine qui a été beaucoup moins creusé parce que, encore une fois, les bases de données sont beaucoup plus rares. Donc pour l'instant, nous, on se concentre là-dessus, on ne s'occupe pas du risque de rechute sur lequel il y a déjà d'autres acteurs. On a déjà un marché gigantesque, tous les gens sont. Parfait. Alors, première question qui est posée par Thierry Hannequart, c'est vous comptez vous développer dans les entreprises, vous y êtes déjà, hein, on l'a dit tout à l'heure. Comment gérer la confidentialité dans cet environnement? Très bonne question. Alors, les entreprises sont très habituées à ça. Elles font des check-up, elles proposent des check-up à tous les dirigeants qui vont dans des centres comme l'hôpital américain ou ailleurs. Donc, ils voient des médecins et les résultats des examens ne remontent pas à la DRH. Donc, les dirigeants sont très habitués à ça, ils ont tout à fait confiance dans ces systèmes, ils n'ont pas envie que leurs données de santé remontent à l'entreprise. Tous les résultats sont échangés entre des médecins et des patients qui, évidemment, sont soumis au secret médical. Donc, je crois vraiment qu'il n'y a aucun risque, aucun souhait. En tout cas, nous, on n'a jamais vu une entreprise demandant à ce que les résultats soient remontés. Je crois pas un problème. Ouais. Quel est le profil des entreprises? Parce que vous en avez convaincu quelques-unes, peut-être vous pouvez citer des exemples, hein, mais le profil des entreprises qui sont justement si volontaristes et qui vous suivent. Alors, on a plutôt des grandes entreprises au début, parce qu'elles sont habituées à être à la pointe mondiale de domaine. On a communiqué, par exemple, avec au sujet d'Alliance. Alliance, bon, c'est un assureur, ils sont intéressés par la santé, donc ils ont commencé par le prendre pour leurs salariés, avant de l'étendre éventuellement à leurs assurés. On a aussi communiqué sur Lactalis. Lactalis, ils sont dans le lait, le fromage. Bon, c'est un domaine qui est assez proche de la santé. On a eu beaucoup de dirigeants de L'Oréal qui ont fait les tests à l'hôpital américain, par exemple. Bon, c'est une société qui a les moyens de s'occuper de ses dirigeants. On a aussi des sociétés plus petites, de gamme intermédiaire, genre Marionneau, par exemple, qui ont envie de prendre soin de leurs salariés. Donc, en fait, on ne peut pas dire qu'on ait une prédominance sectorielle affirmée. Ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt les grandes entreprises que les petites. En tout cas, moi, je me disais que les petites sociétés qui ont 50, 100 personnes pouvaient être intéressées facilement parce qu'on a un accès aux dirigeants. Non, c'est un autre monde. Les petites sociétés ne sont pas habituées à ces bilans santé, alors que les grandes sont très habituées à ça. Et généralement, la clé d'entrée, votre interlocuteur, justement, dans les grands groupes, c'est plutôt le DRH, le PDG. Quelle est la piste la plus favorable? Alors, c'est le DRH, in fine, qui appuie sur le bouton, mais il faut que le médecin du travail ait validé. Parfait. Voilà. Alors, une question de Sébastien Querel. Alors, les questions commencent à arriver. Le coût d'un test aujourd'hui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Est-ce que vous avez entamé une industrialisation du processus pour réduire le prix de revient, ou est-ce que vous allez le faire? Oui, alors, dans notre bilan, il y a un médecin et un test. Il y a les deux. Hein. Et un médecin qui fait une première consultation pour expliquer, recueillir le consentement, et une deuxième consultation pour donner un protocole de prévention. Donc, on a quand même des coûts incompressibles salariaux. Il y a le coût du test qui peut baisser, il y a les volumes.
Donc aujourd'hui, on vend ça à quelques centaines d'euros. Les prix vont baisser. On vendra ça 200 euros, peut-être un petit peu moins dans quelques années. Mais ça ne pourra pas baisser beaucoup, encore une fois, à cause du coût du médecin qu'il faut payer. Et on souhaite qu'il passe du temps avec les patients aussi. Donc, on peut se dire que pour un particulier, quelques centaines d'euros, c'est beaucoup. Pour une entreprise, c'est assez faible. Les bilans de santé à l'hôpital américain aujourd'hui ou ailleurs sont facturés 2 000 euros par personne. Donc là, un bilan prédictif, ça doit être fait une fois tous les 10 ans. Donc, mettons 500 euros, une fois tous les 10 ans, ça fait 50 euros par an. On parle que des gens qui ont plus de 40 ans. Donc, en fait, quand vous divisez par le nombre de personnes, vu l'effet d'affichage, en fait, c'est pas très cher. Antoine Naudet-Volleroux, qui au passage vous remercie pour la clarté de votre exposé, vous demande à quelle date vous pensez atteindre l'équilibre d'exploitation. Je crois que c'est fin 2022, mais je vous laisse déployer et développer. Oui, je pense que dans un an, on peut l'atteindre. En gros, il faut qu'on ait 10 000, un petit peu plus, personnes par an touchées, ce qui représente 2-3 grands groupes avec qui on pourrait signer. On a déjà des touches assez approfondies avec plusieurs d'entre eux. Donc, dès lors qu'on aura 2-3 grandes entreprises, on sera à l'équilibre. Voilà. Donc, dans un an, je dirais à peu près. Et je crois que vous comptez beaucoup sur les tests multipathologie, parce que ça va être un accélérateur assez important. Oui, les entreprises veulent des choses pour hommes et femmes. C'est un problème de faire des tests uniquement pour une catégorie. Bon, si c'était que les hommes, ça aurait peut-être pire, mais là, c'est que les femmes, c'est un problème. Donc, faire des choses pour hommes et femmes, ça permet aussi de faciliter l'adoption par les DRH. Hugues Salomé revient un peu sur le plan commercial, sur le canal à privilégier, hôpitaux, entreprises, particuliers. Et justement, là, il faut les forces commerciales. Qu'est-ce que vous allez privilégier avec les forces commerciales que vous allez développer? Il est question de les développer grâce à cette levée de fonds. Nous, on privilégie les entreprises, les grandes et les ETI. Donc, on parle de quelques centaines d'entreprises qu'il faut démarcher avec une stratégie un peu long terme, hein, parce qu'elles ont tendance à faire un test sur 100 personnes, un établissement, une filiale. Il faut convaincre là, le médecin du travail, le DRH local, et après, ça se déploie. Donc voilà, donc on privilégie cette cible, et il nous faut donc des commerciaux relativement haut de gamme pour pouvoir comprendre à la fois la technique, les enjeux business, le marketing du DRH. Voilà, donc c'est notre priorité. Et aujourd'hui, vos forces commerciales sont constituées de combien de personnes et vous allez les passer à combien de personnes? Aujourd'hui, on a 4 commerciales qui font ça. Il faut qu'on double au minimum. Parce que vraiment, on a un marché de centaines d'entreprises, rien qu'en France. Alors, c'est une question qu'on s'était posée à un moment donné. Ça concerne la culture et l'acceptation selon les cultures du test de prédiction. On reviendra aux questions de nos participants ensuite. Il y a évidemment une différence entre les anglo-saxons qui sont peut-être, en fait, les anglais plutôt, qui sont peut-être plus volontaristes, les allemands qui sont peut-être un peu plus réticents et les français qui sont au milieu du gué, on va dire, entre les deux. Donc, est-ce que de ce côté-là, vous avez dans vos plans de développement commerciaux, comment est-ce que vous allez procéder par votre extension à l'international? J'ai vu que vous aviez déjà des positions en Italie, mais comment est-ce que vous allez faire pour ça? Oui, alors il y a une culture variable selon les pays sur 2 volets. Il y en a un qui concerne le risque de maladie et les problèmes, ne serait-ce que financiers, que ça induit. Chacun sait que dans les pays anglo-saxons, la médecine est chère. Donc, se prendre en charge dans les pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, c'est un vrai sujet. En France, beaucoup moins. Tout le monde sait que l'on est couvert si on est malade. Donc, l'enjeu financier est assez réduit. Les Français n'ont pas peur d'être malades financièrement. Ils ont peur d'avoir mal, mais on n'a pas peur de pas être pris en charge. Le deuxième sujet qui conditionne beaucoup l'approche internationale, c'est l'abord de la génétique. La génétique, c'est un sujet qui est assez chargé idéologiquement. C'est nos ancêtres, c'est les différences à la naissance. Donc, c'est un peu une idéologie contre-révolutionnaire. Il peut y avoir aussi des discriminations génétiques. Donc, il y a des pays pour lesquels
Tout cela est vu d'un œil assez favorable, les pays anglo-saxons, et des pays où c'est vu de manière assez négative. Le pire est en Allemagne. En Allemagne, pour l'histoire, à cause de l'histoire que tout le monde connaît, il n'est pas possible, par exemple, de faire un prélèvement salivaire à la maison par un patient et de l'envoyer ensuite par la poste. Il faut que le prélèvement soit fait par un médecin. C'est le seul pays au monde que je connaisse où la réglementation est à ce point contraignante. En France, le patient peut faire le prélèvement tout seul à la maison, mais il faut une prescription médicale pour l'analyser. Et c'est un petit peu la règle mondiale. À l'autre extrême de l'Allemagne, vous avez l'Angleterre qui autorise ces tests génétiques, y compris pour la prédiction des principales maladies, direct to consumer. L'Angleterre, c'est un pays qui n'a rien à se reprocher du point de vue de la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas de discrimination, donc ils autorisent ça sans problème. Les États-Unis, c'est un petit peu moins que l'Angleterre. C'est les maladies génétiques, mais pas les maladies multifactorielles. Donc nos développements internationaux, ils doivent prendre ça en compte. D'abord, les questions de culture, je dirais, politique du pays. Donc le pays le plus favorable, c'est l'Angleterre, ça, il n'y a pas de doute. La Suisse, c'est bien aussi. L'Italie, c'est un peu comme la France. La Belgique, bon, c'est un peu comme la France, on parle français. Voilà. Donc on commence par les pays limitrophes et on va éviter l'Allemagne. On avait trouvé quelqu'un de très très bien en Allemagne, mais on va arrêter. Et puis, une fois qu'on se sera développé en Europe, on verra pour aller plus loin. Parfait. Edith Howard en a profité pour poser une question sur son souhait d'acheter, c'est un exemple, une hypothèse, je souhaite acheter individuellement un de vos tests. Comment je fais? Est-ce que je peux? Et à qui je m'adresse? Bah, vous nous envoyez un mail sur notre site. On vend plutôt aux entreprises. Donc, on ne vend pas des tests directement, on vend des bilans de risque. Donc, vous aurez un médecin en visio qui vous proposera d'évaluer votre risque et qui vous enverra un test à la maison. Voilà. Très bien. Sur une question, là, c'est plus direct sur l'augmentation de capital, avec Antoine Volo, qui signale que sa banque n'a pas été en mesure de lui proposer de souscrire. Et pourtant, il est actionnaire depuis l'introduction. Alors, il a perdu son délai de priorité. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Antoine Nodé-Volo? Oui, il y a deux offres. Il y a une offre avec délai de priorité réservé aux actionnaires, mais plafonnée à des montants très faibles. Et il y a une offre publique qui est ouverte à tous. Donc, si vous avez raté la souscription dans le cadre de l'offre prioritaire, l'offre publique vous est ouverte. Et normalement, les banques prennent les ordres. Enfin, on n'a pas de remontée de difficultés particulières cette fois-ci. Hein. Voilà. Donc, souscrivez à l'offre publique. Voilà. Peut-être une petite question un tout petit peu délicate, mais le titre a un peu perdu sur les 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Et les prévisions ne sont pas trop optimistes, Stéphane. Alors, il y a 1 an, quand on a fait l'opération de levée de fonds, on avait fait 200 tests l'année précédente. On avait annoncé qu'on en ferait 1000 l'année suivante. Ben, on y est, ma foi. Alors, l'année prochaine, je pense qu'on fera beaucoup plus. Le titre stagne depuis 2 ans. On peut se dire, c'est dommage. On peut se dire, rentrer aujourd'hui, c'est une occasion où vous avez un risque qui est beaucoup plus faible qu'il y a 2 ans. Même le risque aujourd'hui me paraît juste une question de timing. Mais il n'y a pas de risque scientifique. On commercialise déjà. Donc la commercialisation ira plus ou moins vite. Mais vraiment, il y a des intervenants des investisseurs qui m'ont dit ça. J'étais étonné. Ils m'ont dit c'est beaucoup, c'est vraiment dérisqué par rapport à il y a 1 an ou 2 ans. Oui, puis ce qu'on peut signaler aussi que vous avez subi comme d'autres, c'est la crise Covid qui est quand même passée par là, au milieu, qui a pu un peu malmener les choses, non? Alors, la crise Covid, ça a ralenti nos développements, évidemment, ça a ralenti toute l'économie. Bon, bien sûr, mais pour nous, ça a eu un effet très favorable dont on s'est rendu compte après, c'est le développement de la visioconsultation. C'est-à-dire qu'on peut proposer des bilans prédictifs de risque par visio. Et c'était pas possible ça avant le Covid. Donc, on l'a réalisé finalement il y a quelques mois. Et d'où le déploiement de cette offre auprès de salariés d'entreprise par visio. Donc le Covid, voilà, une fois qu'on a eu intégré les mauvaises nouvelles, aujourd'hui c'est une formidable rampe de lancement pour nous. Parfait. Est-ce que vous constatez une augmentation aujourd'hui, une accélération des partenariats signés?
à l'heure actuelle avec les entreprises, vos clients? Des partenariats signés. Alors, on multiplie les démarches avec les grands groupes, là. Donc, on ne cherche pas tellement à multiplier les signatures avec les petits. J'évoquais Sanofi tout à l'heure. Par exemple, on se concentre sur ces grosses sociétés. Donc, je n'ai pas de signature annoncée, puis je devrais le faire par communiqué de presse. Mais là, notre axe, c'est ça. Plutôt que démarcher, plutôt que de signer avec beaucoup de petits, on va plutôt signer avec des gros, puisque finalement, ce sont eux les early adopteurs. Ça va faire partie du news flow des prochaines semaines et des prochains mois. Donc, que vous apporte l'EIC Accelerator? Alors, l'Europe nous a beaucoup soutenus, puisque l'essai clinique MyPEP sur 85 000 femmes, qui a été notre rampe de lancement en matière de cancer du sein, c'est un essai clinique qui a été financé par l'Union européenne. Il y avait 200 projets candidats, il y en a eu 6 qui ont été retenus, et celui-ci, pour lequel on n'est pas le seul contributeur, a été financé par l'Union européenne. Bon, donc, au plan scientifique, académique, l'Union européenne a reconnu la validité de ce qu'on faisait. Maintenant, l'Union européenne souhaite encourager des succès industriels et pas seulement faire de la R&D sur son sol. Et donc, ils cherchent des projets porteurs à financer assez fortement pour leur permettre d'accélérer. Donc, il y a une procédure en 2 temps qui, d'abord, sélectionne en phase 1 les projets. C'est une première phase, et donc c'est celle que nous avons passée. On a eu les résultats hier. J'ai reçu un mail et on a fait le communiqué de presse dans la foulée. Et il y a une phase 2 au printemps qui peut permettre d'obtenir des financements entre 5 et 15 millions d'euros et qui nous permettrait évidemment d'accélérer fortement. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler et nous dévoiler un peu quelles sont ultérieurement les pistes d'amélioration et d'innovation qui peuvent se profiler dans votre métier? Oui, une fois qu'on a prédit le risque, il s'agit ensuite de dépister les pathologies tôt. Donc là, il y a des tests, il y a de la radiologie qui existe depuis des années, l'IRM, l'échographie, etc. Ça marche très bien. Il y a des tests sanguins qui arrivent, des tests sanguins qui permettent de voir s'il y a des bouts de cellules cancéreuses, des bouts d'ADN mutés qui circulent dans le sang. Donc ces tests sanguins arrivent, il y a une société américaine qui a lancé ça pour à peu près $1000. Mais on ne va pas faire ces tests sanguins tous les ans à tout le monde, et ça nous permet d'identifier que les cancers que l'on identifie trop tard, parce qu'il n'y a pas de dépistage. Par exemple, le cancer du pancréas. On ne fait pas de dépistage du cancer du pancréas, mais on peut le détecter dans le sang. Donc ces tests sanguins me paraissent un très bon complément aux tests prédictifs et à la radiologie. Donc moi, je pense que dans 10 ans, la prévention des cancers sera structurée un peu comme la prévention de l'infarctus, où on regardera qui est à risque au travers de facteurs de risque comme le cholestérol, la tension que tout le monde connaît. Je pense qu'on prédira le risque de cancer des gens à 40, 50, 60 ans et qu'on aura vraiment des moyens techniques pour identifier beaucoup plus tôt les cancers et éviter ce qu'on voit dans les hôpitaux. On partira sur l'ACA ensuite. C'est une question de Michel Massacrier, mais vous parliez de l'entreprise dans 10 ans. Vous la voyez comment? Dans 10 ans, on passera plusieurs millions de personnes, ce qui est un objectif assez restreint. Donc, moi, je dis très franchement à des investisseurs, ils peuvent me contester ou sur le chat, vous pouvez me donner d'autres calculs. Pour moi, ces sociétés, financièrement, elles doivent valoir 1 milliard dans 10 ans. C'est pas possible autrement. On doit toucher des millions de personnes. Si on touche pas on vise la population lambda, on vise le français moyen, vous et moi, voilà, on vise tout le monde. Soit on touche ces gens, soit on les touche pas. Mais si on les touche, on est sur des millions de personnes. Et dans un secteur qui est assez réglementé, il ne peut pas y avoir beaucoup d'entrants parce qu'il n'y a pas beaucoup de bases de données. Donc, quand vous touchez des millions de personnes, que vous vendez des tests quelques centaines d'euros, vous êtes sur une société qui vaut 1 milliard. Moi, j'ai un radiologue, je pourrais donner son nom, c'est un radiologue du Puy, qui me faisait le même calcul. Et il me disait, mais expliquez-moi pourquoi la société ne vaut que 20 millions en bourse aujourd'hui, alors que je fais ce calcul. Ben, je lui dis, mais je ne sais pas, moi, effectivement, il y a d'autres gens qui pourraient faire ce calcul. Voilà. Mais sinon, si des personnes ont d'autres modes de raisonnement, je veux bien les entendre, parce que pour moi, c'est quasi inéluctable. Voilà, sauf accident, mais c'est logique.
Dans tous les cas, c'est un beau chiffre. 1 milliard dans 10 ans, c'est magnifique. La dernière question, où en est l'ACA à ce jour? Il est 19h39. Vous avez 1 minute pour répondre. Alors, on a des résultats extrêmement partiels sur l'ACA. C'est des sondages. Là, je vous fais très court, mais on n'a pas les remontées d'informations. Quand vous souscrivez auprès d'une banque, on n'a pas les remontées. On a des sondages extrêmement partiels. Alors, les sondages en matière politique, ils sont sur des populations représentatives de l'ensemble. Moi, je n'ai pas d'échantillon représentatif de l'ensemble. Donc, en général, on connaît les résultats après la clôture. Voilà. Et très franchement, moi, j'ai envoyé un mail aux administrateurs. Je leur ai dit, je ne sais pas où on en est. Voilà. On a plutôt de grosses souscriptions. Ça, je sais. En fait, les personnes mettent des montants doubles d'il y a un an. On a fait à peu près la même chose il y a un an. Je vois que les personnes mettent des montants en moyenne, voilà, 2 fois plus élevés qu'il y a un an. Mais combien sont-ils? Je ne sais pas. Qui souscrit à la BNP, la Société Générale, ça ne me remonte pas. On va en prendre deux, trois questions de plus. On avait commencé avec 1 ou 2 minutes de retard, donc on peut les prendre. Pourquoi ne pas lever plus? Et est-ce que vous êtes structuré pour la croissance des volumes? Alors, la croissance des volumes, oui, parce que de toute façon, elle est progressive. Quand un client signe, le temps que les patients arrivent, il faut du temps. On peut recruter des médecins pour faire ça. C'est pas facile d'en trouver parce que c'est quand même nouveau en matière médicale. Donc, il faut des médecins qui s'intéressent à la fois à la prédiction, à la cancérologie, au risque. Enfin, je crois qu'on peut en recruter. Pourquoi ne pas lever plus? Eh bien, écoutez, bonne question. On pourrait peut-être lever plus, mais les fonds d'investissement m'ont toujours dit, revenez me voir dans 6 mois, dès que ça marchera, dès que vous aurez 1 million d'euros, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, dans ce cas, je viendrai. Mais avant, il n'y a pas beaucoup de monde qui veut prendre des risques. Donc là, on arrive à lever suffisamment pour grossir. On pourrait peut-être aller plus vite. Si on était américain, on irait probablement plus vite. Mais en France, moi, je n'ai pas tellement de solutions pour aller plus vite. Bien. Et la dernière, Bruno Guettal, même risque. Quel est le regard de l'assurance maladie qui propose des actes de mammographie tous les 24 mois de 50 à 74 ans? Comment est-ce qu'ils réagissent? Et on termine sur cette question. Alors, le cancer du sein, effectivement, est dépisté, comme vous le dites, tous les 2 ans, de 50 à 74 ans. Mais la question, c'est de 40 à 50 ans. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui font du cancer du sein avant 50 ans, 10 000. Voilà, donc l'assurance maladie rembourse au-delà de 50 ans, mais en dessous, 10 000 cancers du sein par an avant 50 ans, c'est quand même énorme. Donc, savoir qui est à risque avant 50 ans, à partir de 40 ans, c'est un vrai sujet. Donc, l'assurance maladie s'est posé la question de rembourser les mammographies, de faire des dépistages à partir de 40 ans, voire 45 ans. Il y a eu un débat à la Haute Autorité de Santé, il y a eu un vote, et finalement, c'est 50 ans qui est passé à une voix près. Voilà, donc la position de l'assurance maladie n'est pas tranchée, ça a été un vote, hein, et ils attendent les résultats de l'étude MyPeps, pour laquelle on fait le risque de cancer du sein. Très bien, et il est 19h43, on a rattrapé le petit retard qu'on avait au départ. Je voulais vous remercier tous d'avoir participé à notre webinaire, remercier Stéphane Ragusa parce que les questions n'étaient pas forcément faciles et toutes ont été, Stéphane a répondu à toutes ces questions. Merci encore à tous. Alors, juste une petite chose, vous pourrez poser vos questions à Stéphane ultérieurement. Vous allez recevoir dans les mails qui vont vous être envoyés après les liens pour aller sur le site. Donc, n'hésitez pas à le faire et puis n'hésitez pas à souscrire non plus parce que c'est une belle entreprise. 1 milliard, je vais y aller tout de suite. Merci encore. Bonne fin de soirée à tous. Merci. Bonsoir. Merci Stéphane.